correspondance de guerre. Parce qu'en fait, cette journée d'initiation-là, on va la vivre avec le spectacle qu'on est en train de monter. La correspondance de guerre a commencé il y a plus d'un an. Guy Boulanger de la SPEC nous avait présenté le document de la SAT qui parlait de la citation scénique. Et là, on travaillait déjà sur des écrits de guerre qui nous avaient vraiment fascinés. On s'était dit, si on avait un corpus de correspondance complète, parce que habituellement, surtout ce qui est publié, on a juste un côté de la médaille. Puis là, nous, on voulait avoir les deux volets, donc les deux côtés de la médaille. Éric Ruel du musée a appelé l'Armée canadienne, Michel Italien qui nous a trouvé, en fait, il nous a dirigés vers un corpus inédit qui n'a pas été publié de Eugène Méquet-Papineau. On a 300 lettres, 1000 photos de lui à la guerre, pendant la guerre de 14-18. Fait que ça nous a pris un an retranscrire des lettres, des correspondances avec des pattes de mouche et des trous, parce que cette lettre-là, elle a vécu la tranchée de la première ligne. Et bien, notre personnage, Eugène Méquet-Papineau, est à l'origine du 22e régiment, qui est le premier régiment francophone de l'Armée canadienne. Nous, on s'est donné comme mandat dans la démarche artistique de garder tous les écrits, donc de ne pas inventer de texte. Donc, tout ce que vous allez entendre cet après-midi, c'est vraiment des écrits de Eugène et principalement de sa tante et de son amoureuse. En fait, les correspondances par rapport à la téléprésence, bien, nous, on trouvait ça super pertinent, ce sujet-là, parce que par la téléprésence, on énonce une distance. Donc, les correspondances nous permettent de voir le front ainsi que le volet québécois. On avait tout retranscrit nos textes, nos lettres, nos correspondances, mais on n'avait pas créé de corpus encore théâtral. Et dans notre premier test, nous, pendant 3 jours, on a testé la danse, les dynamiques, la latence, donc le délai. Tout ce que vous allez voir, ce n'est que le résultat de nos essais des derniers jours, et ce n'est pas le résultat final. Un projet en téléprésence demande beaucoup de bancs d'essai. Donc, bancs d'essai, c'est comme une résidence de création en salle où on a les techniciens et la station scénique à disposition. Vous allez comprendre par l'exemple, tantôt on va vous montrer la première scène, mais c'est toute une... Il faut revisiter la mise en scène. On parle d'une œuvre de notre côté multidisciplinaire, donc on rallie le théâtre, la danse, les arts numériques, tout ça dans un volet cinématographique. Et on a des danseurs qui représentent les non-dits. Donc, nous, dans le volet de correspondance, on avait aussi de la censure et tout ça à représenter, puis tout le contexte historique. Puis, en fait, quand on écrit une lettre, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas pour ne pas inquiéter l'autre côté. Fait que nous, dans nos recherches, on a fait beaucoup de recherches parallèles sur les contextes sociologiques au Québec et au front. On a décidé de créer 2 spectacles différents avec la même histoire. Donc, dans chaque salle, vous avez un contenu exclusif à la salle. Et on décide de montrer en gros plan des personnages, des extraits à l'autre salle. Mais on décide pas de montrer tout. Donc, nous, c'est vraiment un choix artistique qu'on a fait pour que le spectateur puisse voir les 2 versions du spectacle. En fait, quand on parle de production, on parle de double production. Donc, c'est des fois difficile à énoncer justement les demandes de subvention parce que vous avez quand même 2 équipes techniques complètes que ça nécessite et ainsi que 2 équipes ou 3, ou 4, ou 5, tout dépendant du nombre de salles. On a de l'équipement technique actuellement. Vous avez connu la station. Il y a énormément d'autres choses qu'on doit louer, en fait, pour réussir à faire notre concept. Donc, on a des switchers et tout ça. L'équipe technique va pouvoir vous en parler davantage si c'est cet aspect qui vous intéresse. À la base, le système, simplement, vous avez besoin d'une caméra, un micro, quelque chose pour capter le son, et puis un projecteur ou une télé ou quelque chose pour faire une surface de projection dans le fond. Ici, on parle de ce projet-là présentement. On a un système à multiples caméras. On a 3 caméras dans la salle. Alors, à ce niveau-là, on a besoin d'un aiguilleur vidéo pour faire envoyer le signal. C'est quoi la rigidité, où sont les contraintes, si tu veux, avec la station, et donc ajouter un petit peu peut-être d'autres équipements pour convenir à mon besoin d'opération. La gestion de mes différents layouts comme d'affichage. Présentement, je suis obligé de le faire à l'extérieur avec l'outil d'aiguillage. La station peut prendre 4 signaux vidéo, un HDMI et 3 signaux digital SDI qu'on appelle. On peut switcher d'un à l'autre. Il y a des scènes, on utilise des scènes dans la station pour commuter les entrées. Il y a 6 sorties vidéo. Vous pourriez avoir plusieurs écrans différents
pourrait, mettons, avoir, comme là, présentement, on a juste un projecteur, alors tout passe par la station pour projeter ici. Mais il pourrait y avoir plusieurs écrans. En son, dedans, il y a une petite console qui a, 16 entrées sonores, puis 8 sorties. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les partage avec la station distante. On ne peut pas tout faire, on ne peut pas envoyer les 18 ou les 16 entrées à l'autre. Si on en envoie 4, puis 4 et 4, mettons, dans 2 stations, bien, les 4 premières, ça va être toi, puis les, mettons, 4 suivantes, ça va être le distant. Pour la téléprésence, c'est ici, en fait, il y a les contacts. Dans le contact, ce qu'on voit ici, ça, c'est les sources, nos sources qu'on renvoie à un contact. Alors, moi, j'envoie le son. On voit ici les deux en haut pour le son. Et plus bas, il y a les vidéos. J'envoie les signaux vidéo que je veux qu'ils reçoivent. Puis lui, c'est de son côté, mais moi, ce que j'envoie là vient s'appliquer ici. C'est ça qu'on voit, mes sources apparaissent de son côté. Lui, il peut sélectionner puis disposer à sa guise. Vous voyez, le moniteur ici, ça s'appelle moniteur vidéo. Lui, j'applique ce que je veux là-dessus. Puis, toutes les entrées qui sont possibles, je peux les appliquer dessus. Il y a une difficulté aussi d'éclairage qu'on pourra parler plus tard. Puis avec la projection, c'est que notre image qu'on capte à la vidéo n'est pas ce qu'on voit. Il y a une pollution, on n'a pas une transmission exacte de l'œil. C'est quand même un projet sur long terme pour tester, si ça vous intéresse, la téléprésence. Il faut quand même voir tous ces facteurs-là, techniques et la connexion réseau. Ça demande un exercice, ça demande de la pratique, mettons, par rapport aux comédiens, pour que la mécanique soit bien implantée pour que ça devienne presque un automatisme. On est tellement par moments submergés par toutes les couches techniques. Donc, ça fait qu'on a besoin de comédiens qui sont d'une patience d'ange. Le fait de jouer pour un comédien, de s'adresser à une salle, mais aussi de savoir qu'il est capté en gros plan sur cette scène-là et transmis en téléprésence dans l'autre scène, bien, l'idée, c'est pas de faire de la surenchère, c'est de trouver la justesse. Et on a décidé de faire d'avoir 3 caméras qui permettent d'aller prendre des gros plans. Donc, le jeu de comédien doit se positionner pour avoir la réception du public, mais aussi pour viser les caméras, pour pouvoir le diffuser dans l'autre salle. C'est sûr qu'il y a beaucoup de couches. On est en banc d'essai, on avait tout ça à madouer, puis comme je disais, toute cette chorégraphie-là qui nous rendait plus cérébraux, je pense. Là, on a hâte d'aller chercher des émotions, puis là, on a hâte de pouvoir les doser pour la caméra, ces émotions-là en plus. C'est le théâtre et le cinéma réunis, en quelque sorte, donc il faut avoir une espèce d'amplitude de jeu pour en donner aux gens qui sont présents, mais en même temps pas trop en faire parce qu'à la caméra, ça peut être grotesque. C'est pour ça qu'il est question de, des fois, les comédiens se retournent, on essaie de l'éviter dans le spectacle, on fait une espèce de pacte de fiction comme correspondance en comporte un, de ne pas briser l'élan fictif. Donc là, on essaie de se toucher parce qu'on veut explorer. Là, il y a notre lieu ici et il y a l'autre lieu là-bas. On veut simuler ce troisième lieu-là où il coexiste vraiment avec Tante Émilie et son amoureuse Gabi Rodier. Donc voilà. Fait que là, on va essayer de joindre les mains et on se faisait une espèce de petite danse hier. Là. On l'a-tu? Vous voyez? Attends un peu. Oui. Ah, toi, c'est toi qui parles, non? Ouais, on le vit, je pensais que c'est Françoise qui parlait. Fait que là, moi, dans le fond, je suis filmé par celle-là. Ouais. Donc, j'ai le défi additionnel que si je voulais vraiment être face à Fanny, je viendrais me mettre à 90 degrés comme ça, mais on voit que l'angle est faussé. Donc, je dois considérer le 90 degrés par rapport à cette caméra-là, tout en perdant de vue à ce moment-là Fanny par-dessus mon épaule. On est sur la scène militaire ici. La scène familiale, elle est au Théâtre des Deux-Rives. Ils nous ont tué un homme et blessé 2. C'est le sergent Raoul Hogg qui est mort. C'était un excellent garçon et un grand cœur. Il s'est fait frapper en aidant à relever un blessé. La guerre est bien terrible chose. Je commence à le réaliser. Et puis voyez-vous, ce n'est pas fini. Mon tour viendra. Il faut que nous y passions tous. Je vais finir. Je n'ai plus le cœur à écrire. Il me manque presque. Un gros baiser de votre petit Eugène qui se blottit dans vos bras et vous serre fort en vous embrassant comme lorsqu'il était petit.
C'est le concept d'exclusivité, vous l'avez vécu. Donc là, il y avait une danseuse de l'autre côté. Il y avait Valérie qui est en chaise roulante puis qu'on comprend pas dans la première version à cause qu'on l'a cadrée, serrée, qu'on comprend pas qu'elle est en chaise roulante. En fait, c'est une représentation artistique de faits historiques. Donc, on n'est pas dans le documentaire. On veut vraiment faire un propos poétique. Il faut que nous, on puisse, en tout cas, c'est dans notre to-do list pour décembre, voir comment la conception de costume va pouvoir se faire suite au banc d'essai. Et la chanson, ben, vous devinez que l'unisson ne sera pas possible, qu'on a encore là des décisions à prendre. Donc, je vais laisser Thomas et Valérie nous en parler davantage. On a vu avec la danse aussi l'importance du tempo, mais à quel point on peut le tordre un peu avec les mouvements accélérés ou pas. En chanson, c'est un petit peu plus difficile à faire parce que tu as un tempo très clair qui suit et tu as des paroles qui peuvent être chantées à peu près en même temps. Sauf, comme vous savez, il existe le phénomène des canons. On peut chanter donc une chanson en retard et ça s'imbrique de belle façon. On va l'expérimenter par la suite, mais pour le moment, on va faire quelque chose de très simple. Valérie, ouais, tu vas commencer un Frère Jacques, s'il te plaît. Et moi, je vais chanter à l'unisson avec le signal que je reçois ici. Prête? Yes. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding dang dong, ding dang dong. Frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez les matines, sonnez les matines, ding dong dong, ding dong dong. Et donc le délai que ça nous impose n'est pas un réel canon, ça devient super difficile. Et ça, on l'avait vécu dans les premiers bancs d'essai en juin. Je jouais au piano la chanson et je devais faire complètement abstraction du signal que je recevais de leur salle qui était en retard, mais dont on avait besoin, je ne sais plus pourquoi. Mais donc moi, je jouais et je devais me concentrer sur mon petit tempo à moi et faire abstraction complètement de ce qui se passe là-bas. Actuellement, Téléprésence, dans le spectacle, on a fait le choix que la danse, ce bruit-là, devienne une exclusivité de la salle. En tout cas, pour le moment, c'est une solution parce qu'on n'était pas capable d'avoir ça sans le délai, puis ça rajoutait une couche supplémentaire. Au premier banc d'essai, notre difficulté, elle a été majeure. Je te dirais qu'en principe, en danse, l'unisson fait partie de nous. De ne pas avoir d'espace nous donne un autre enjeu. Quand on a chorégraphié la première fois, on avait vraiment la scène complète pour pratiquer de notre côté. Fait que là, on a ici une petite scène, vous allez voir de l'autre côté, c'est beaucoup plus grand. Donc, de ne pas la remplir nous donne un autre défi à ce niveau-là. Donc, pour la latence, on s'est amusé avec des délais rythmiques pour s'amuser, pour voir ce que ça donnait. On va commencer avec le 4 temps pour Geneviève et le 2 temps pour Sophie. C'est bon pour la séquence? 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2. Ce qui est chouette dans les énergies, c'est que si on fait un plan plus rapproché du haut du corps, c'est que quand on l'avait expérimenté, Sophie apparaissait et disparaissait du cadre en fonction du choix des mouvements en hauteur, de haut vers le bas. Donc, on voyait Sophie apparaître et disparaître comme si elle était prévue dans le temps, en fonction de l'énergie, puis en fonction du choix de plan que tu fais de ta caméra. Ce qui veut dire que des fois, il faudrait choisir des mouvements qui sont en 2 temps, d'un côté, rajouter un temps de l'autre, et ainsi de suite, pour s'amuser d'un mouvement à l'autre, pour réussir à avoir un emboîtement dans les deux. Pour faire en sorte que tu aies une cohésion entre les deux salles en même temps. Donc, chaque mouvement devient important. Donc, on pourrait s'amuser s'amuser avec les plans à l'infini, mais avec les deux scènes en même temps. Donc, nous, on s'est amusé juste à se faire des câlins et à faire des mouvements
de main, de toucher à l'autre. Tu pourrais décider de faire des mouvements de tête, regarde le public qui tourne. Donc, il y a comme des mouvements qui sont à l'infini fort intéressants. On pourrait exploiter même si j'ai des danseurs sur 2 scènes en même temps. Voilà. Ça, c'est vraiment chouette. Là, ça crée des canons visuels qui sont intéressants. Je dirais qu'il y a tellement de possibilités qu'il faut faire des choix artistiques à un moment donné, prendre des décisions. Opter pour des codes aussi, se donner un code et dire, parce que des fois, on peut avoir une idée magnifique, mais avec un peu de recul, on va faire comme, ah oui, ben là, on brise notre code. Et là, ben, c'est de réfléchir. Est-ce que je décide que ce code-là, j'y tiens suffisamment pour rejeter cette idée-là? Et ça fait que des fois, on kill some darlings, n'est-ce pas? Donc, voilà, c'est vraiment beaucoup de décisions. J'avais remercié nos danseurs. Merci. Alors, à tout à l'heure. C'est fascinant de voir l'étendue des possibilités, de se questionner sur qu'est-ce qu'il faut adapter, qu'est-ce qu'on peut vivre avec. Ce que j'aime jusqu'à maintenant, c'est de voir toutes les possibilités, les alternatives qu'on peut faire pour la création. Puis aussi, ce que j'aime, c'est la manière que ça me pousse, moi, à réfléchir différemment sur comment présenter une œuvre sur scène en téléprésence. Alors, c'est vraiment de sortir de la boîte qu'on est habitué d'être ou de travailler, essayer de découvrir. C'est comme si, au fond, on était dans un nouveau territoire, puis qu'on était en mode défrichage, puis qu'on regardait toutes les possibilités qui nous entourent. J'ai hâte de pouvoir le vivre, parce que là, tant qu'on le vit pas personnellement, ça reste flou. Mais comment qu'on peut créer une nouvelle pratique en faisant rencontrer la technologie et la discipline. Ça ouvre des portes à suivre. Merci beaucoup.